Salut les gens, c'est Fernael. Aujourd'hui, on va parler de navires de guerre, de bateaux de bagarre, d'embarcations, d'altercations. La culture populaire nous a donné de nombreux récits avec des bâtiments bien différents et assez stylés. Des voiliers, des cuirassés, des destroyers, c'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qui fait l'essence même d'un navire de guerre? Des armes à bord, un gros canon, un commandant badass? Nous poser cette question va nous permettre d'aborder plein de sujets passionnants. Allez, je vous explique ça. T'ambiances les gens avec de la grosse électro sa mère et tu vas leur parler de droit international. Calme Watt un peu. Il y a quelques jours sur Twitter, et non je ne vais jamais me résoudre à dire X, je vous ai proposé un sondage sur cette question. Selon vous, lequel de ces bâtiments est un navire de guerre? Il y avait donc l'Hermione, le Maillet Brézé, le Seaman Ohio et le Mutin. Bien évidemment, il y avait des pièges, car je suis une mauvaise personne, et bien évidemment, vous avez raconté beaucoup de merde. Ah mais beaucoup, hein, parce que vous êtes nuls. Heureusement que t'es là pour apporter la lumière à tous ces ignorants. Oui, oui. Au moins la majorité a trouvé la bonne réponse, et c'est bien le Mutin. Étonnant certes, mais tout à fait vrai. La notion de navire de guerre est présente dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ouais, on est des fous ici, on parle droit international, on sait s'amuser, bordel. Cette convention est conclue en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque. Car quitte à se faire chier à écrire un truc chiant, autant se mettre bien. Cette notion est définie par son article 29, on entend donc par navire de guerre tout navire qui réunit 4 conditions. Première condition, faire partie des forces armées d'un État. Revenons sur nos exemples et procédons par élimination. On peut rapidement écarter le Seaman Ohio, celui-ci appartient à une société privée, donc ne peut respecter cette première condition. Ni les deux qui suivront par ailleurs. Certes, ce navire peut sous certaines conditions, celle de la légitime défense, user de la force, mais il n'est pas par le droit international considéré comme un navire de guerre, car il n'appartient pas à une marine militaire. Pour la suite, étudions de façon groupée deux autres navires, l'Hermione et le Maillet Brézé. Car en fait, s'ils semblent bien différents, c'est pour à peu près la même raison qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la Convention de Montego Bay. Alors pour l'Hermione, on est sur une réplique d'un navire ayant effectivement appartenu à la marine royale, donc aux forces armées d'un État, à la fin du XVIIIe siècle. Mais le navire original, pas la réplique. De nos jours, elle appartient à l'association Hermione Lafayette, et donc pas à la marine nationale, la marine de guerre en France. Pour le Maillet Brézé, c'est un peu la même chose. Il fut bien escorteur d'escadre de la marine nationale, de sa mise en service en 1957 jusqu'en 1988, date de son désarmement, c'est-à-dire de son retrait de la flotte. À partir de ce moment, il n'est plus considéré comme un navire à part entière, mais comme une simple coque. La même année, il est remis à l'association Nantes Marine Tradition et devient un musée sur la Loire. Il est classé monument historique depuis 1991, donc ne risque pas le funeste destin d'autres navires musées, comme le Colbert par exemple. Bon bah voilà, avec la première condition, on en a déjà éliminé 3 sur 4, c'est super. Pourquoi les gens ils vont rester alors? Parce que, condition 2, porter les marques distinctives des navires militaires de sa nationalité. Alors ces marques, il y en a deux. Tout d'abord le pavillon. Un pavillon, c'est un drapeau sur un navire. Tout navire à la mer doit arborer le pavillon de son état du pavillon, qui est tout simplement la nationalité du navire. Ensuite, les navires de guerre ils se des marques particulières. En France par exemple, c'est la flamme nationale, traditionnellement appelée flamme de guerre, qui est hissée. Des signaux similaires existent pour les autres marines. Je n'en dis pas plus sur les pavillons, car ils feront l'objet d'une vidéo à part entière, car les chiffons, c'est passionnant. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo et que vous ne voulez pas rater les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner ici, à lâcher le pouce bleu, ça motive à continuer. Troisième condition, être commandé par un officier de marine au service de cet état. Un officier de marine, c'est un cadre d'une marine de guerre. Formé au commandement, ce sont les chefs de celle-ci. Vous savez, c'est le qu'on appelle lieutenant, capitaine ou bien commandant. Ils ont sous leurs ordres les officiers mariniers, techniciens et encadrants de proximité. En France, un bâtiment peut aussi être commandé par un officier marinier de la spécialité navigateur timonier et breveté chef du quart, sorte de héros giga tchad et ultra stylé parmi les marins. Mais dis-moi Fernael, tu me dirais pas ça car toi-même tu es dans la marine nationale, un officier marinier breveté chef du quart? Rappelle-moi, tu faisais quoi toi avant? Tous les commandants reçoivent une lettre de commandement signée du président de la République. C'est par ce document que le chef des armées donne son autorité à l'officier en question. On peut donc différencier par exemple le remorqueur Maito, qui a un commandant nommé et qui est une unité à part entière, d'un remorqueur portuaire, ici le Zinzolin, qui n'a pas de commandant mais ce qu'on appellera un patron. Dernière condition, l'équipage est soumis à la discipline militaire.
Évidemment, l'application de cette discipline diffère selon le type de navire. Elle ne sera pas appliquée de la même façon sur notre cher Mutin ou bien sur le Charles de Gaulle par exemple. Néanmoins, elle existe tout de même, ne serait-ce que par la présence de la hiérarchie militaire. De ce fait, j'avoue ne pas avoir en tête un navire qui respecterait les 3 premières conditions, mais pas celle-ci. Dites-moi en commentaire si vous avez des exemples. Nous avons donc défini ce qu'était un navire de guerre, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien pas grand-chose en fait. Les navires de guerre bénéficient d'une immunité de juridiction, c'est-à-dire que quelle que soit leur position, en haute mer ou bien à quai, c'est la seule loi de l'état du pavillon qui s'applique à bord. Par ailleurs, un navire de guerre peut procéder à une visite, c'est-à-dire arraisonner un navire qu'il suspecte de se mener à la piraterie ou au trafic d'êtres humains par exemple. Également, on notera que les navires de guerre ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention concernant la protection et la préservation du milieu marin, mais doivent les respecter autant que faire se peut. Au moins, on a demandé. Vous l'aurez compris, il ne faut pas confondre navire de guerre et bâtiment de combat. La première notion nous vient du droit, alors que la seconde désigne un type de navire et sa mission principale. Vous aurez également remarqué que durant cette vidéo, je n'ai absolument pas parlé des bateaux noirs, pour la simple et bonne raison que les sous-marins, personne n'en a rien à foutre. Voilà pour cette première vidéo iodée et montée, j'espère qu'elle vous a plu. Je fais également des lives sur Twitch où je parle de sujets de société et je présente également Mercator, l'émission la plus maritime de tout internet. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros follow, c'était Fermaël et n'oubliez pas, vous êtes les marins les plus chauds de tous les temps.